Réseau Santé est un réseau provincial qui fait la promotion de la santé en français. On fait partie d'un mouvement santé en français fédéral qui, dans chaque province, a un réseau comme le nôtre qui fait la connexion entre les professionnels de santé et les communautés francophones. Des jeunes aux aînés, du nouvel arrivant aux francophones déjà établis, Réseau Santé est là pour vous aider à vivre votre santé en français au quotidien. Pour les gens qui veulent consulter un professionnel de la santé, c'est vraiment important qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue maternelle pour être mieux engagés dans le système de soins et aussi pour pouvoir s'exprimer de la meilleure façon possible, de recevoir les meilleurs soins la première fois qu'ils sont demandés. 116 sur 82, totalement. Je pense que c'est un francophone qui a besoin d'avoir accès aux services de la santé. Je pense qu'il y a clairement un avantage d'aller voir un médecin qui parle français. Déjà, le langage médical n'est pas facile et d'essayer de comprendre un langage médical dans une autre langue, c'est encore plus difficile. C'est vraiment chouette pour ça. J'ai de la chance, j'ai jamais eu affaire à un médecin que je comprenais pas, mais j'imagine que ça doit être très stressant d'être dans ce cas-là. Ça nous permet de mieux expliquer le traitement qui est proposé. Ça permet aux gens de mieux le comprendre et souvent de mieux y adhérer. Quand un francophone arrive en Colombie-Britannique, des fois ils ont déjà un dossier médical en français et évidemment je peux le consulter et ce ne serait pas nécessairement le cas de certains de mes collègues. Mais grâce à Réseau Santé, ce qui est très bien, c'est que je sais où trouver l'information. Si j'ai besoin d'un médecin ou de me faire soigner en français, je sais où est-ce que je peux avoir son adresse. En tant que professionnel de santé francophone, c'est une évidence pour moi d'être dans le répertoire de Réseau Santé. Cela me permet de pouvoir conseiller mes clients en français et en même temps pour eux de pouvoir me trouver à travers ce réseau. Réseau Santé, c'est votre accès direct aux services de santé en français dans toute la province. Plus de 1000 professionnels de santé sont à votre service en français. Vous pouvez les géolocaliser grâce à notre site internet pour faire vos recherches par profession et par ville. Réseau Santé vous aide au quotidien à mieux comprendre le système de santé en Colombie-Britannique. Nous vous offrons des activités sur le bien-être et la santé pour vous permettre de rester en santé en français. Réseau Santé, c'est un répertoire de professionnels de la santé en français, mais c'est aussi une mine d'informations sur la santé en général. Et par exemple, je suis connectée sur Facebook à leur page et il y a des tonnes d'infos, c'est très intéressant. En suivant Réseau Santé sur les réseaux sociaux, vous êtes tenu au courant des activités pour les francophones et de l'actualité de la santé en français dans toute la province. Si vous voulez des services de santé en français, il y a beaucoup de ressources qui vous sont déjà disponibles. Profitez-en et puis demandez d'avoir des services de santé en français. Ça va vous permettre d'avoir les meilleurs services possibles. Ces services-là existent déjà. Il suffit de le demander. Réseau Femmes Colombie-Britannique, en partenariat avec Réseau Santé, vous offre une série de webinaires sur la santé des femmes. Le premier que je vous présente aujourd'hui est sur le cycle menstruel. Je m'appelle Vanessa Nicolo-Toulouse, je suis une gynécologue obstétricienne francophone qui a été formée et qui travaille en Colombie-Britannique. Il me fait donc grand plaisir de participer à ce projet. À la fin de ce webinaire, vous allez avoir une bonne connaissance de base sur le cycle menstruel au niveau des ovaires et de l'utérus, et vous comprendrez aussi le rôle que jouent les hormones principales. Le cycle menstruel permet à la femme d'ovuler, c'est-à-dire de libérer un ovocyte afin qu'il puisse être fécondé par un spermatozoïde. Tandis que l'homme produit de nouveaux spermatozoïdes toute sa vie, la femme fonctionne de façon complètement différente. Elle naît avec tous ses ovocytes et les perd au fur et à mesure. Elle n'en produira jamais après sa naissance. Un fœtus féminin de 20 semaines possède environ 6 millions d'ovocytes. À la naissance, elle en a déjà perdu les 2/3 et en a 2 millions. À la puberté, il lui reste environ 400 000 ovocytes. Elle va en ovuler de 400 à 500 pendant sa vie menstruelle et il lui restera environ 1000 ovocytes quand elle atteindra l'âge de la ménopause. La durée moyenne d'un cycle menstruel normal est de 28 jours et peut varier de 21 à 35 jours. Les règles ou menstruations durent de 2 à 6 jours. Le volume de sang moyen perdu au cours d'une menstruation est de 20 à 60 ml. Le cycle menstruel est normalement régulier pendant la partie fertile de la vie d'une femme, c'est-à-dire environ de l'âge de 20 à 40 ans. Les premières menstruations qui suivent la puberté sont irrégulières
car il n'y a généralement pas d'ovulation. Cette irrégularité se manifeste d'habitude par un cycle plus long et peut durer quelques années. De la même façon, quand une femme se rapproche de la ménopause, elle n'ovule pas à chaque mois et ses cycles deviennent irréguliers. Ils sont d'abord plus courts, avec des menstruations plus fréquentes, et puis deviennent plus longs avant de s'arrêter complètement à la ménopause. L'ovulation et les menstruations sont coordonnées par l'interaction entre plusieurs organes. On appelle cela l'axe hypothalamus-hypophyse-ovaire. Au niveau du cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse sont deux régions importantes qui produisent des hormones qui vont agir sur les ovaires et sur l'endomètre. L'endomètre est la paroi interne de l'utérus, comme le montre l'image à droite. L'hypothalamus est situé au cœur du cerveau. Il produit l'hormone de libération des gonadotrophines. Cette hormone s'appelle la GnRH. Par sa pulsation, elle est responsable de la synthèse et de la sécrétion des hormones gonadotrophines FSH et LH au niveau de l'hypophyse antérieure. FSH signifie hormone folliculostimulante. LH signifie hormone lutéinisante. Ces deux hormones vont agir au niveau des ovaires et contribuent à plusieurs choses, telles que le développement des follicules et des ovocytes, l'ovulation et la production de l'œstrogène et de la progestérone. Quant à eux, l'œstrogène et la progestérone permettent la prolifération et la maturation de l'endomètre pour le préparer à l'implantation d'un embryon s'il y a fécondation. Sans fécondation, la production d'œstrogène et de progestérone cesse et l'absence de ces hormones provoque les menstruations. Les deux figures suivantes résument l'interaction entre les hormones principales du cycle menstruel, c'est-à-dire la GnRH, la FSH et la LH, et finalement l'œstrogène et la progestérone. Lorsqu'on parle du cycle menstruel, on peut l'analyser au niveau des ovaires ou encore au niveau de l'utérus. Du point de vue des ovaires, il y a la phase folliculaire, suivie de l'ovulation, puis de la phase lutéale. Du point de vue de l'utérus, il y a la phase proliférative, qui se passe en même temps que la phase folliculaire, et puis il y a la phase sécrétoire, qui se passe en même temps que la phase lutéale. La phase folliculaire se déroule du jour 1 au jour 14. Le premier jour du cycle menstruel est toujours le premier jour des règles. La phase folliculaire se termine avec le pic de l'hormone LH. Cela peut arriver au jour 14 ou un autre jour, dépendamment de la durée du cycle. La première partie de la phase folliculaire est celle des menstruations. Les menstruations ont lieu grâce à la séquence d'événements suivants. La baisse de production d'estrogène et de progestérone entraîne la résorption du corps jaune. Sans hormones et sans corps jaune, l'endomètre qui était prêt à accueillir un embryon va se détacher de l'utérus et est évacué de l'utérus sous forme de sang menstruel. La baisse d'œstrogène et de progestérone signale au cerveau qu'il faut sécréter plus de GnRH. Cela s'appelle un feedback négatif. La GnRH augmente la FSH et la LH. Voici une figure qui illustre ces propos. On voit ici que la baisse de progestérone à la fin du cycle
est suivi des règles du prochain cycle et de l'augmentation de la FSH. L'augmentation de la FSH stimule la croissance de quelques follicules dans l'ovaire. Chaque follicule contient un ovocyte qui pourra peut-être un jour être ovulé et donc peut-être être fécondé. Parmi les follicules recrutés par la FSH, il y en a un seul qui deviendra le follicule dominant. Les autres meurent par atrésie. Le follicule dominant produit de l'œstrogène selon la théorie bicellulaire. Le follicule dominant est composé de deux types de cellules, les cellules thécales et les cellules granulosas. La LH permet aux cellules thécales de produire des androgènes, puis la FSH permet aux cellules granulosas de transformer les androgènes en œstrogènes. L'œstrogène est l'hormone responsable de la croissance de l'endomètre pendant la phase folliculaire, aussi appelée la phase proliférative. Le follicule dominant produit de plus en plus d'œstrogène. La concentration maximale est atteinte le jour avant l'ovulation, vers la moitié du cycle menstruel. Cette augmentation importante d'œstrogène agit comme feedback positif sur l'hypophyse et donne lieu à une augmentation de la LH qui s'appelle le pic de LH. Le pic de LH provoque la rupture du follicule dominant, ce qui libère l'ovule. Le pic de LH est un phénomène peu compris. L'œstrogène agit normalement comme feedback négatif sur l'hypophyse, lui disant de produire moins de LH et FSH. Cependant, quand la dose d'œstrogène est assez élevée, elle agit comme feedback positif sur l'hypophyse et donne lieu au pic de LH. La concentration sanguine de LH augmente 10 fois. Le pic de LH est une étape hormonale nécessaire à l'ovulation. Elle suscite d'autres changements importants également. Les chromosomes, c'est-à-dire le matériel génétique de l'ovule dominant, complètent leur division. 36 heures après le pic de LH, l'ovule est libéré à la surface de l'ovaire puis rejoint la trompe utérine. Le pic de LH participe aussi à la transformation de cellules granulosas en cellules lutéales. Ces cellules lutéales produisent de la progestérone. La progestérone met fin au pic de LH. Une fois l'ovulation complétée, c'est la phase lutéale qui commence. Le follicule qui contenait l'ovule se cicatrise et devient le corps jaune. L'ovule passe par la trompe utérine, aussi appelée trompe de Fallope, et se rend jusqu'à l'utérus porté par le mouvement des cils des trompes. Cela prend de 3 à 4 jours. Après l'ovulation, il y a une fenêtre de 24 heures pour féconder l'ovule. Après ces 24 heures, l'ovule n'est plus fécondable et commence à se dégénérer. Cette figure illustre la transformation du follicule en corps jaune. Les cellules granulosas et cellules thécales du follicule sont maintenant lutéinisées. Ces cellules lutéinisées du corps jaune produisent de la progestérone et de l'œstrogène. Durant la phase lutéale, la progestérone stabilise l'endomètre et aide à sa maturation par le développement de glandes et la formation de vaisseaux sanguins. L'endomètre, qui s'est épaissi pendant la phase proliférative, se prépare maintenant à accueillir un ovule fécondé lors de la phase lutéale, aussi appelée la phase sécrétoire.
Si la fécondation a lieu lors de ce cycle menstruel, des cellules de l'embryon produisent l'hormone de grossesse, la gonadotrophine chorionique humaine. Cette hormone, la HCG, maintient le corps jaune. Le corps jaune peut donc continuer de produire de la progestérone et de l'estrogène qui, eux, maintiennent l'endomètre. Le maintien de l'endomètre permet à l'embryon de s'y implanter, comme vous pouvez le constater sur la figure. Le corps jaune maintient la grossesse pendant les premières semaines. À partir de 8 à 10 semaines, le placenta produit lui-même la progestérone et l'estrogène nécessaires pour maintenir la grossesse. Quand l'ovule n'est pas fécondé, il dégénère. Sans embryon, il n'y a pas de production de l'hormone HCG, donc le corps jaune dégénère lui aussi vers la fin de la phase lutéale. Le corps jaune ne produit plus de progestérone ou d'œstrogène. Ce retrait des hormones est le signal qui entraîne les menstruations, avec la perte de l'endomètre. Le retrait des hormones entraîne aussi une augmentation de la FSH. Ainsi, c'est un nouveau cycle qui commence. Nous avons fait le tour du cycle menstruel. Voici un résumé pour conclure. Le cycle menstruel fonctionne grâce à l'axe hypothalamus-hypophyse-hypovert. Nous avons parlé des hormones principales de cet axe, la GnRH, la FSH, la LH, l'estrogène et la progestérone. Ces hormones agissent au niveau de l'ovaire et de l'endomètre. C'est pourquoi on parle de cycle ovarien et de cycle utérin. Le cycle ovarien est divisé en phase folliculaire et phase lutéale. Le cycle utérin est divisé en phase proliférative et phase sécrétoire. Quand il n'y a pas de fécondation, le corps jaune dégénère, l'endomètre n'est plus soutenu par les hormones et l'endomètre est éliminé sous forme de menstruation. Le cycle se répète. Voici une liste des références que j'ai utilisées pour cette présentation. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour un webinaire sur la contraception.